Mon adjudant, bonjour. Bonjour. Merci déjà de nous recevoir pour Vence Infomag à l'occasion de la venue de votre char à Vence, qui est un cas, je crois, un peu exceptionnel, puisque vous ne déplacez pas ce genre de char toutes les 5 minutes. Non, en effet, merci à vous de me donner la parole. En effet, c'est une grande première pour la ville de Vence, car il faut rappeler notamment que le premier régiment de chasseurs d'Afrique, et notamment le premier escadron du premier régiment de chasseurs d'Afrique, a signé une charte de partenariat avec la ville de Vence. Et dès que vous avez besoin d'une intervention de l'armée de terre, nous sommes là pour venir vous prêter main forte. Et lorsque le régiment a des cérémonies, des passations de commandement, la ville de Vence est aussi invitée. Donc en bonne intelligence, nous sommes là aujourd'hui sur votre demande, présenter du matériel. Donc là aujourd'hui vous avez un char Leclerc, un véhicule blindé léger ainsi qu'un petit véhicule protégé, VBL, char Leclerc et un PVP. Voilà. La grosse particularité de cette présentation, c'est aujourd'hui le char Leclerc qui est très peu, mis à part le 14 juillet sur les Champs-Élysées, on le voit très peu souvent dans les villes pour des présentations. C'est assez lourd à transporter, ça demande un peu de logistique. Donc là, c'est vraiment une grande première pour la ville de Vence. Alors quand vous dites c'est assez lourd, combien ça pèse? Alors il pèse exactement 60 tonnes. Maintenant, il y a plusieurs, dans le char Leclerc, il y a plusieurs tranches. La tranche la plus aboutie, qui est celle du série 21 que vous avez actuellement sur la ville de Vence, fait une 60aine de tonnes. D'accord. Voilà. Alors les dimensions, parce que c'est impressionnant quand on le voit pour la première fois, on n'est pas habitué. Les dimensions, ça fait quoi en largeur? Alors approximativement, on est avec le canon inclus à un peu plus de 10 mètres, presque 11 mètres de long avec le canon, un peu plus de 3 mètres de hauteur, 3 mètres 03, et une largeur d'un peu plus aussi de 3 mètres. D'accord. Alors c'est char Leclerc, puisque c'est ça y est, Le fleuron de l'armée de terre, le fleuron, voilà. appelons-le comme tel. Voilà. Alors parlez-moi un peu, c'est un char qui existe depuis quelle période? Alors les premiers chars Leclerc ont été livrés au 503e régiment de chars de combat à Montmelon, régiment dissous, en 1995 pour expérimentation. Et depuis 1995, il équipe progressivement tous les régiments lourds de l'armée de terre. Depuis quelques années, tous les régiments ont été équipés, bien entendu. Maintenant, entre-temps, entre les premières tranches d'expérimentation et les derniers, il y a eu plusieurs tranches d'évolution. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, là sur Vence aujourd'hui, vous avez la tranche la plus aboutie qui se nomme le série 21, qui a des particularités importantes comme une caméra thermique au niveau du viseur chef, un télémètre laser au niveau du viseur chef, une protection balistique accrue, donc vraiment un produit beaucoup plus abouti que celui qui était dans les tout premiers temps. D'accord. Et la fabrication, c'est fabriqué en France? Alors là, Toutes les pièces sont françaises ou pas? on peut se vanter, c'est du made in France. Voilà. Complètement. Oui, à moins Enfin, il y a peut-être un peu peut-être quelques japonaises je n'irai pas dans le détail. Il y a très sûrement des petites technologies qui viennent de l'étranger, mais c'est un char fabriqué en France, conçu et fabriqué en France. Oui, par des grands industriels français pour tout ce qui est électronique. Mais ça a été conçu par Jet Industries, qui est aujourd'hui devenu Nexter, qui a changé d'appellation. Mais oui, on peut bien se vanter du fait où c'est un char vraiment franco-français, à part à quelques petits trucs. Il y a par exemple des avions qui ont été faits en collaboration avec les Anglais ou les Allemands, etc. Mais là, on est typiquement Non, là, on est sur du Made in France 100%. bleu, Voilà. blanc, rouge. Bleu, blanc, rouge. D'accord. Il y en a eu combien? Il y en a eu beaucoup de fabriqués Il y a depuis la première série? Il y a un peu plus de 200 chars Leclerc qui ont été livrés à l'armée française. Il y en a actuellement dans des pôles d'entraînement. Le pôle d'entraînement Champagne à Montmelon, le pôle d'entraînement Provence à Canjuers, où c'est deux stocks vraiment de chars qui sont dédiés à l'entraînement et à l'évaluation des équipages et des pelotons de cavalerie blindée. Et ensuite, dans les régiments, il y a un certain nombre de chars qui sont dédiés aux exercices. D'accord. Voilà. Et ce char est utilisé sur des terrains d'opération à l'étranger, comme dans, je pense entre autres au Mali, à l'Afrique à l'heure actuelle, où il y a encore des troupes françaises. Eh bien, actuellement, non. Par le passé, il a été... Non, il n'y a plus de troupes françaises ou non, il n'y a pas de char? Non, il n'y a pas de char Leclerc. Actuellement, il n'y en a pas. Par contre, cet engin a été déployé sur plusieurs théâtres. Son premier théâtre d'évolution a été le Kosovo. Ensuite, le Liban, où il a été enlevé du théâtre.
Et actuellement, on n'a aucun char Leclerc engagé sur un théâtre d'opération extérieure, si ce n'est pour des entraînements comme récemment en Pologne, des entraînements avec d'autres armées étrangères. Mais oui, il a été engagé donc au Kosovo et au Liban. Depuis, il n'y a pas eu d'engagement pour le char Leclerc. Alors, vous me parliez d'armée étrangère, c'est un char qui est vendu aussi à l'étranger? Alors, il a été vendu à un seul pays étranger, il a été vendu aux Émirats Arabes Unis. D'accord. Voilà, qu'il utilise actuellement au cours d'un conflit au Yémen. Voilà, il a été vendu qu'à un seul pays, les Émirats Arabes Unis. Il y a quelques particularités, il y a des changements au niveau du moteur, ce n'est pas le même moteur que le char Leclerc qui équipe l'armée française. Et il y a des petits à côté, des options qui ont été prises par cette armée-là, mais sur la grande base, c'est le même engin quasiment. Alors qu'est-ce qu'il y a comme équipage dans un char comme ça? Alors dans un char Leclerc, contrairement aux anciennes générations de chars, on va trouver 3 membres d'équipage. Un pilote, donc qui va piloter le char, qui va choisir son itinéraire, son cheminement, qui a quand même une grosse part d'initiative. On ne l'appelle pas un conducteur, mais bien un pilote, parce qu'il a un rôle de confort à assurer pour la tourelle, pour l'équipage, la stabilisation en vue du tir, donc le pilote. Un opérateur tourelle, plus communément appelé un tireur, qui lui a un rôle d'observation, de détection et de destruction des objectifs, et un chef de char pour commander son équipage et faire la liaison avec le reste du peloton. D'accord. Parce qu'un char, il n'est jamais tout seul. Autour de lui, il a toujours... Ah oui. Il a d'autres engins de protection, d'autres... Oui, exactement. Donc, déjà, il n'est pas tout seul, vous partez à plusieurs chars. Complètement. Donc un peloton de chars, actuellement, on est en train de refondre dans l'armée blindée cavalerie la doctrine d'emploi du peloton de cavalerie blindée, un char Leclerc. Donc nous étions sur un format à 3 chars Leclerc, 3 VBL. Le VBL, c'est le petit véhicule que vous trouvez sur la gauche, qui compose une escouade. Donc l'escouade, on va pouvoir l'utiliser pour des missions de reconnaissance, éclairer une progression, assurer la sûreté des chars. Et on a la composante vraiment feu du peloton Leclerc avec 3 chars Leclerc, qui devrait bientôt passer à 4 chars Leclerc. Voilà. Un peloton, ça sera 4 chars Leclerc. Et toujours son escouade. Alors il dispose de quoi comme armement? Alors comme armement, il est quand même pas mal doté. Il a son armement principal, son canon de 120 mm à âme lisse de 52 calibres. Donc 52 calibres, c'est autre chose. Mais il fait 120 mm et sa particularité, c'est que c'est un canon lisse qui est chromé à l'intérieur. On a une mitrailleuse coaxiale. Excusez-moi, quel avantage ça a d'avoir un canon lisse? L'entretien, c'est beaucoup plus aisé d'entretenir un canon lisse chromé que rayé. Et puis sur la durée, en théorie, on doit pouvoir assurer plus de coups de canon sur le vieillissement d'un canon de char Leclerc en général. Donc en marge de ce canon de 120 mm en coaxial, juste à côté du canon, vous allez retrouver une mitrailleuse de calibre 50, plus communément appelée une 12,7 mm. Voilà. Ensuite, en superstructure, c'est-à-dire au-dessus de la tourelle, des mitrailleuses de 7,62 mm. Et enfin, des lances-grenades et fumigènes disposées sur les côtés de la tourelle. Donc des fumigènes pour se masquer d'un coup, enfin se masquer de l'ennemi par des fumigènes anti-voie-jour ou thermiques, avec certaines dispositions à l'intérieur de ces lances fumigènes. Et ensuite des lances-grenades pour protéger des abords immédiats de l'engin. Canon de 120 mm, alors vous êtes capable de tirer des projectiles à quelle distance? Alors tout va bien sûr dépendre du projectile utilisé. On va dire qu'on va pouvoir engager un ennemi de 0 à 4 mm. On va pouvoir tirer à 4 mm avec les obus flèches. Donc, des obus qui sont faits pour percer de très forts blindages adverses, qui ont une composition avec une pénétration dans l'air extraordinaire. Donc on va pouvoir tirer très loin avec une vitesse initiale très importante, destinée à détruire du char jusqu'à 4 mm. Ensuite on a un panel d'obus pour tirer un peu en deçà de cette distance jusqu'à 3 mm, notamment avec l'obus explosif charge creuse ou l'obus explosif. Voilà. Vous avez toutes ces catégories en stock dans le char? Alors quand on part en opération, en fonction de la mission sur laquelle on va être engagé, on va retrouver des obus explosifs charge creuse ou des obus flèches. Tout dépendra aussi de l'ennemi qu'on est susceptible de rencontrer sur le terrain. D'accord. Et alors vous, de votre côté, au niveau blindage, parce que c'est bien de perforer le blindage des ennemis, mais de votre côté, comment vous êtes protégé? Par quel type de blindage? C'est spécifique? C'est quoi? C'est de la tôle? C'est quoi? Alors là, je ne pourrais pas trop m'avancer sur le blindage du char Leclerc, déjà parce que c'est secret, on ne peut pas dévoiler, et parce que moi-même, je ne le connais pas. On sait que le blindage
peut atteindre presque 1 mètre sur certaines parties de l'engin, notamment la partie de face, qui est la partie la plus blindée pour se couvrir des attaques adverses de l'ennemi. Mais la composition réelle du blindage, je ne la connais pas du tout et je ne pourrais pas vous la dévoiler. Oui, oui, ils ont peut-être des blindages qui sont performants sans être trop lourds aussi, parce que le poids c'est un ennemi. Complètement. Il faut le traîner le poids. Qu'est-ce que vous avez comme moteur dans un... Alors c'est vraiment un procédé particulier ce moteur. C'est ce qu'on appelle un moteur hyperbar. C'est-à-dire que vous allez trouver dans cet ensemble de moteurs un V8, donc un moteur V8 qui fait 16 litres de cylindrée et une turbine, un peu comme sur les hélicoptères. Ouais. Et donc la turbine va suralimenter en permanence le V8. C'est-à-dire que les 1500 chevaux que dispose le char sont disponibles à bas régime. Il n'y a pas besoin d'atteindre un certain nombre de tours pour avoir 1500 chevaux. Vous les avez dès l'accélération. C'est ce qui fait la supériorité du Leclerc sur sa mobilité. C'est-à-dire qu'un char, nous ne sommes pas là pour faire avoir des vitesses de pointe. Ce qui est intéressant, c'est de bondir de poste en poste, franchir des mouvements de terrain, mais avec une accélération au démarrage très importante, de manière à être le moins engagé possible, être le plus véloce en fait. Voilà. Et alors ces moteurs, ça marche à quoi? Au gasoil? Gasoil uniquement. Au gasoil, Oui, même gasoil. que Chez Total. que la station-service du poids. Chez Total. Ben, si vous avez des soucis, vous pourrez toujours, il y a une station pas loin là. Oui, vous me prêterez votre carte bleue. Non, merci. Ça consomme combien en fait? On est aux alentours des 100 litres à l'heure. 100 litres à l'heure. Oui. Oui, là on calcule en heure. 100 litres heure. Oui, parce qu'on a énormément de phases statiques aussi quand on fait du char. Beaucoup d'observations. Nous ne sommes pas sans arrêt en déplacement. Ça continue à consommer. Ça continue à consommer. Oui. Donc le char Leclerc dispose d'une autonomie en réservoir de 1300 litres de carburant disponible lorsque vous avez le plein. Et pour se rendre jusqu'au champ de bataille, on peut en plus rajouter 2 fûts de 200 litres. Donc ça fait 400 litres supplémentaires dans des tonneaux en alu de 200 litres qui se fixent à l'arrière de l'engin. Vous verrez les images. Et ensuite, ça nous permet d'aller jusqu'au champ de bataille en utilisant le carburant des fûts largables. On les largue en arrivant au niveau de la zone de contact et on peut entamer le combat avec le char à 100% de son autonomie en carburant. C'est ça qui est placé à l'arrière que j'ai pris pour des sièges de passagers là. Oui, mais c'est des passagers en alu de 200 litres. De 200. Voilà, c'est ça. Et peut-être qu'à la limite, vous éjectez des bidons qui ont encore 100 litres à l'intérieur, mais bon, c'est pas. Oui, on ne se pose pas la question. Quand c'est l'heure du combat, il faut que la tourelle puisse tourner dans tous les sens et qu'elle ne soit pas obstruée par des fûts. Donc même s'ils sont pleins, on les larguera. Quand il y a les fûts, oui, on ne peut pas avoir la rotation complètement. Ok. Les interventions de nuit. Alors, est-ce qu'on peut combattre la nuit avec ce genre d'engin? Alors avec le char Leclerc. Les lampes électriques. Alors avec le char Leclerc, on peut combattre de jour et de nuit, partout temps, en tout lieu. C'est parfait. C'est-à-dire que pour tout ce qui est système d'observation, détection et tir, le char Leclerc est équipé de caméras thermiques. Donc pour observer la nuit ou tirer la nuit, ça ne pose aucun problème. Pour ce qui est du pilote, pour sa conduite la nuit, il a un intensificateur de lumière donc qui lui permet de se déplacer la nuit en voyant sa route, son itinéraire. Mais vraiment, la spécificité du char Leclerc, c'est ses moyens optiques en tourelle pour le viseur et pour l'opérateur tourelle et le chef de char qui disposent de caméras thermiques de génération très récente qui permettent de faire de la détection très loin et de pouvoir tirer quasiment aux mêmes distances que la journée. D'accord, c'est-à-dire que le pilote, lui, ne travaille pas uniquement sur un écran radar, il voit réellement le terrain quand même. Ah, il voit complètement le terrain par des épiscopes. Et son épiscope central lui permet de voir la nuit. Donc les gros avantages de Leclerc, du char Leclerc, c'est la rapidité de voilà. Vous l'avez dit, les gros avantages du char Leclerc, c'est sa mobilité, sa capacité de franchir des mouvements très vite, de bondir de poste en poste. Ses grandes possibilités sont aussi sa protection balistique qui est quand même très importante, c'est quand même un char très lourd, très blindé. Ses capacités de feu, parce qu'un peloton de char Leclerc, si vous avez 4 chars Leclerc, ça représente quand même un apport de 4 fois 22 obus dans le chargement automatique disponible de suite et 18 en spare dans des barilets. Donc vous avez quand même 22 obus qui sont prêts à être tirés par chaque char quand il part au combat. Donc sa puissance de feu, sa mobilité, sa protection, ça lui fait quand même pas mal d'atouts. Alors vous feriez un excellent commercial si vous deviez vendre des chars aujourd'hui. Mais
entre nous, il n'y a personne qui nous écoute, hein. Entre nous, il y a des inconvénients aussi ou pas? Comme tout véhicule moderne, il y a beaucoup d'électronique. Et l'électronique, bon, mais Le risque de panne? le risque de panne, bien entendu, on ne peut pas l'exclure. Et puis, c'est quand même un engin qui demande un entraînement assidu. Vu qu'il y a beaucoup d'électronique, par rapport aux chars d'ancienne génération, il demande à être pratiqué quand même. Il faut s'entraîner pas mal pour avoir un rendement optimum, un rendement optimal, autant pour moi, dans ce char. Donc beaucoup d'entraînement, une bonne connaissance du matériel. Bon, au niveau technique, il peut y avoir des pannes, mais c'est quand même avec la dernière génération de chars, on a vraiment un produit qui est extrêmement abouti. Donc vraiment une vraie bête de combat. Alors je ne sais pas si vous pouvez me répondre à cette question, mais qu'est-ce que ça coûte, cher Leclerc? Sortie d'usine, vous ne savez peut-être pas, si? Non, je ne vous donnerai pas les chiffres exacts parce qu'il y a une fourchette de prix que je pense que vous documenterez et vous l'aurez facilement. Mais entre les premières tranches et les dernières tranches, ce n'est pas le même prix parce qu'il y a eu des évolutions en termes d'optique, en termes de caméra, en termes de balistique, de protection balistique. Donc non, je vais vous donner un chiffre erroné, donc je préfère pas vous dire ça. Alors, on va parler de totalement autre chose. J'ai entendu dire par des bruits de couloir que vous étiez recordman du monde de tir à longue distance. Vous me confirmez ça? Alors oui, je vous le confirme. Le 22 août dernier, sur un pas de tir de Canjuers, j'ai réussi à grouper, à toucher la cible 2 fois sur 6 cartouches tirées à 3695 mètres. 3695 mètres. C'est ça, soit 4040 yards pour les anglo-saxons parce qu'ils tiennent à leur yard. C'est une première, donc cette distance n'avait jamais été faite auparavant. Le précédent record était détenu par un Russe avec un impact en cible à 3400 mètres. Moi, c'est quand même un travail d'équipe qui a mobilisé beaucoup de personnes, beaucoup d'amis, beaucoup de temps. Ça fait 3 ans qu'on s'y prépare pour arriver à ce résultat-là. Comment on peut se préparer? On se prépare comment? En tirant tous les jours, en entraînement tous les jours? Presque. Pas tous les jours parce que c'est pas possible. Je suis militaire donc j'ai un travail à proprement dit tous les jours. Mais tous les week-ends, oui, quasiment tous les week-ends. Et le soir pour mettre au point de nouvelles munitions, travailler des nouveaux calculs de charge de poudre, trouver toujours le meilleur rendement munitions, fusils, sachant que comme je fabrique mes propres munitions, j'assemble les composants pour faire mes munitions, il faut que sans arrêt remettre en question ce que j'ai fait pour essayer toujours d'améliorer un peu ce qui peut se faire et être le meilleur possible. Et ça veut dire aussi un entraînement physique, mental? Non, pas spécialement physique. Bon, mais ça avec l'armée, merci, ça va. Vous donnez, oui. Je donne. Mais non, oui, mental, oui, il y a quand même une préparation, une concentration à faire avant le tir. C'est un peu comme certains aviateurs pratiquent, pas de la méditation, mais avant de tirer, je visualise ce que je vais faire. J'essaie de répéter un peu mes mouvements pour être le plus fluide possible, pas amener de gestes parasites et rester le plus calme, même si ça ne rentre pas dans la cible, comprendre pourquoi c'est pas rentré et trouver rapidement des parades pour rectifier le tir. Si je puis dire. Et vous avez réalisé cet exploit dans le cadre un championnat international? Non, pas du tout. Pas du tout. Le tir longue distance n'est pas une discipline olympique. C'est pas une discipline qui est reconnue par la Fédération française de tir. Donc il n'y a pas réellement de championnat, il n'y a pas réellement de compétition pour ces distances-là, hein, bien entendu. Donc on fait ça entre pays, on communique beaucoup entre tireurs de cette discipline-là. Et puis après on échange nos résultats. On discute un petit peu sur la façon de travailler des uns et des autres. Mais il n'y a rien d'officiel réellement, il n'y a rien d'officiel dans cette discipline. Et j'espère que grâce à ce tir, on pourra homogénéiser un peu cette discipline-là, donner des règles, un cadre, pour qu'à l'avenir, ça devienne quelque chose de plus encadré et plus suivi. Ça devienne une véritable activité sportive. C'est ça, exactement. Après, le plus difficile, c'est d'avoir les infrastructures pour y arriver. Tirer à ces distances-là, c'est délicat en France. Moi, j'ai la chance avec le camp de Canjuers de pouvoir utiliser des infrastructures disponibles pour ce genre d'activité. Maintenant, oui, pour tout un chacun, trouver des pas de tir de cette distance, ça relève un peu de l'exploit. Donc, bon, j'ai beaucoup de chance. J'en remercie les gens qui m'ont aidé à ce titre. En dehors du reportage, ça par curiosité,
La cible est à 3 km, comment vous voyez que les balles elles ont atteint leur but là-bas? Parce que... Transmission vidéo? Alors, plusieurs choses. Non, je pourrais avoir... une vidéo, je peux vous dire, je peux Oui. vous donner un petit coup de main. J'ai plusieurs... Oui, complètement. Alors, mais moi, je ne dispose pas encore de ce matériel-là. On a des gens qui essayent de fabriquer une caméra qui sera positionnée devant la cible avec un petit délai entre l'apparition de l'image et l'impact, avec le moniteur qui se trouvera sur la position du tireur. Donc ça, c'est à l'étude, on est en train de le faire parce qu'il en existe pas mal, mais pas jusqu'à ces distances de 4 km. Ensuite, je dispose de spotters. Un spotter, c'est quelqu'un qui se trouve derrière le tireur. Donc là, en l'occurrence, il y en avait 3, avec des longues vues d'observation, des jumelles d'observation à fort grossissement, en général à peu près entre 30 et 60, et qui eux ont un champ un peu plus large que celui de ma lunette de tir, et qui en été, parce que c'est des tirs malheureusement qu'on ne peut réaliser qu'en été, voient très bien les impacts au sol. Par rapport à ça, ils ont des repères gradués à millième dans leurs lunettes, et ils sont capables, il y en a un qui commande tous les spotters, qui collationne, c'est-à-dire qui collationne, chaque spotter voit et dit ce qu'il a vu, et le dernier fait la synthèse et tranche et me donne la correction à appliquer pour la balle suivante. Voilà. Et ensuite, j'avais une équipe qui était placée 300 mètres à la perpendiculaire de la cible et qui, eux, me donnaient des réglages en hauteur par rapport au point d'impact. Sachant que une fois le coup de feu réalisé, ils avaient un signal sonore comme quoi le coup de feu était parti, ceux qui se trouvaient au niveau de la cible. Et ils voyaient d'abord l'impact et ils entendaient ensuite la détonation de mon arme. Parce que le temps de vol était d'environ 9 secondes. Donc d'abord la balle arrivait, ensuite ils entendaient la détonation. La balle elle met 9 secondes, 9 secondes. À la cible. Exactement. Et là, si vous êtes obligé de tirer absolument sans vent, parce que le vent, sur 9 secondes, il arrive à influencer une balle quand même. Alors complètement. C'est que j'ai dit dans un article il n'y a pas longtemps, on échange beaucoup, mais c'est comme les bons coins à champignons, on ne se les donne pas. Mais bon, il y a quand même une astuce. C'est-à-dire qu'en plus des spotters pour observer les coups, j'avais aussi un spotter qui était dédié au vent. C'est-à-dire qu'il y avait un ami qui, lui, avec des fanions de tir sur la trajectoire du projectile, essayait de faire en sorte que le vent coïncide entre ma position et la position de la cible. C'est-à-dire que quand les fanions étaient alignés tous dans le même sens, il me donnait le feu. Alors en 9 secondes, il peut s'en passer des choses. Mais en rajoutant, en saupoudrant ça d'un petit peu de chance, ben ça passe. Voilà. D'accord. Oh, c'est bien. Alors à quand les 4000? L'été prochain. Promis? Je vous jure pas, je vous le jure pas, mais je ferai au mieux. Vous avez mes coordonnées, vous m'appelez. Je ferai au mieux. On fera un reportage. Très bien, avec plaisir. Eh bien, écoutez, merci pour toutes ces informations. Merci au nom de Clémençois qui aura la chance de découvrir votre interview et de tout savoir sur le char Leclerc. Eh bien, très bien. Mais voilà. Bonne continuation, merci beaucoup. Merci beaucoup, je remercie la municipalité de Vence pour son accueil très hospitalier et pour votre interview. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir.